Bonjour. Si vous en êtes à cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu les deux premières. Donc, vous avez les bases qui sont importantes pour comprendre la suite et vous savez comment fonctionne ce diaporama. Je précise, n'hésitez pas à me contacter ou mettre des commentaires. C'est important pour diriger les recherches. Merci. Voici la partie 3, qui sont les effets électromagnétiques. Je vous signale tout de même qu'il y a des expériences sur le forum qui valident tout ce qui est dit ici, alors que ces mêmes expériences sont classées anomalies. Or, cela n'en sont pas, puisqu'elles sont montées pour démontrer les équations. Revenons à cette représentation de sphère. Elle grossit avec le temps. Mais quelle est la substance qui la fait gonfler? De plus, cette substance doit réagir à tout type d'énergie extérieure. Il faut aussi déterminer cette quatrième dimension, la corde spatiale. À quoi sert-elle? Comment elle se rétracte? Ainsi, il va falloir faire la connaissance de cette bulle R0 et de cette pulsation ω0. Il est vrai que tous ces éléments sont des suppositions théoriques à l'écriture des équations. Or, il y a des répercussions dans notre monde physique. Il faut donc comprendre pourquoi cela se passe ainsi. La meilleure façon est de faire des analogies. Et, pour comprendre, nous devons descendre jusqu'à l'origine. Nous avons vu que l'origine pour la sphère énergétique, c'est la bulle R0, ou plutôt juste après la bulle, quand la sphère commence juste à grandir. Par analogie avec la masse, l'origine se trouve au niveau atomique, et la première particule origine rencontrée, c'est l'électron. Bien sûr, il y a d'autres particules origines dans le noyau, les quarks, mais pour le moment, nous nous arrêtons à la première particule origine que l'on rencontre, et pour ça, c'est l'électron. Les questions qu'il va falloir résoudre sont: comment la sphère grossit avec le temps qui passe? La réponse est grâce à un fluide parfait, incompressible et impondérable. Mais d'où sort ce fluide? Réponse: comme la sphère abstraite est un milieu complètement fermé sur l'extérieur, il ne peut venir que de la bulle R0. Il passe donc d'un univers à un autre sans subir aucune modification. Il est donc interdimensionnel. Et il doit gonfler les sphères de chaque univers avec homogénéité et égalité, un peu comme un liquide qui sort d'une éponge, avec une répartition parfaite et égale dans toutes les directions. Une autre question: quel est le déclencheur qui fait sortir le fluide? La réponse est: le seul élément qui peut rentrer dans le R0, c'est la corde spatiale. C'est donc elle qui fait sortir le fluide. Mais en plus, c'est la vitesse et la quantité de corde spatiale qui va définir la quantité de fluide qui va sortir. Tout ceci amène d'autres questions, mais la première question qu'il faut solutionner est: quelle est la consistance de ce fluide? Si la corde spatiale a des extrémités, elles ne peuvent être que dans la bulle du R0. Pour ça, voir le mémo page 104 et suivante. On a vu avec l'équation de départ, la vidéo 1, que d de t diminue pour que r de t grandisse. Donc, la corde ne peut pas être l'élément qui fait grossir la sphère, ni le support du fluide directement. Cela veut dire que le fluide est une autre entité qui sort de la bulle R0 et qui agit sur le tissu de la sphère de par l'intérieur. N'oublions pas qu'on a également une alternance égale entre l'univers 1 et l'univers 2. Mais si la bulle est une porte dimensionnelle entre les deux univers, elle doit aussi avoir une correspondance avec l'extérieur de la sphère. Le fluide doit venir de l'extérieur pour faire gonfler chaque sphère à volume égal. Ça veut dire que le fluide est partout. Nous pouvons comparer à un système d'asservissement en deux parties. Une boucle fermée qui permet le gonflement de la sphère de chaque univers, c'est le développement de la partie 1. Puis nous avons une boucle ouverte qui modifie le gonflement avec une perturbation énergétique extérieure. C'est le développement de la partie 2. Nous avons un bouclage pour chaque univers. L'extérieur de l'univers 1 est le même extérieur que l'univers 2.
et le gonflage de chaque univers correspond au dégonflage de l'extérieur des sphères. Ainsi, on peut garder un équilibre de pression avec un fluide incompressible. Et c'est la pulsation ω0 qui aiguille le fluide soit vers la sphère univers 1, soit vers la sphère univers 2, en fonction de son alternance positive ou négative. La perturbation énergétique extérieure donne une variation de masse énergétique, mais surtout une variation de vitesse des sphères de chaque univers. Cette représentation est extrêmement simple à visualiser et correspond bien à ce qu'on a vu précédemment. Mais que penser de l'énergie extérieure qui vient modifier le gonflement de la sphère et de la consistance de ce fluide ? Nous avons vu que, quelle que soit l'énergie extérieure, mécanique ou thermique, elle modifie la pesée. La pesée est une force. Or, une force et une énergie sont liées avec le travail. À ce stade, si nous restons en raisonnement de physique pure, il faudra passer par les lois de la thermodynamique, dont le premier principe est déjà respecté, la conservation de l'énergie. Mais nous sommes toujours sur un raisonnement abstrait et le seul travail qui peut être universel ne peut être qu'une onde. Ensuite, il n'existe que deux types d'ondes, les ondes mécaniques qui ont besoin de support pour se propager et les ondes électromagnétiques qui n'ont pas besoin de support pour se propager. La corde spatiale n'est qu'un moyen pour faire sortir le fluide, elle ne peut pas être le support. Donc le fluide n'a pas le support pour se propager, mais une onde électromagnétique peut se propager partout, et elle est son propre support. En effet, en un point, il y a modification du champ électrique qui entraîne une modification du champ magnétique, et cette modification du champ magnétique entraîne une modification du champ électrique, etc., etc. Donc le fluide peut être associé à une onde électromagnétique. Comme ce fluide est vraiment partout, j'entends déjà des personnes dire « mais ce fluide pourrait être de l'éther ». Vous voyez pourquoi il faut revenir avant la relativité générale. Mais on pourrait expliquer ce fluide comme de la matière noire, de l'énergie sombre, ou un champ de Higgs, etc., etc. En fait, cela pourrait être n'importe quoi. C'est une porte ouverte sur l'imaginaire. Mais il faut rester dans la construction logique que nous avons adoptée depuis le début de cette théorie. Je vous laisse un peu de temps pour lire le résumé de la définition de l'éther. S'il fallait nommer le fluide, je l'ai appelé le Ploutos, en hommage au dieu de l'antique Grèce qui avait pour garde la corne d'abondance. Et ce fluide est une énergie inépuisable. Il existe partout et en plus c'est une énergie en boucle puisqu'elle est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la sphère représentative d'une masse, quelle qu'elle soit, grande ou petite. Donc, ce fluide est une onde électromagnétique, mais nous avons vu qu'il y a aussi une action mécanique, puisque nous avons déterminé une masse énergétique, voir le chapitre 2. Nous allons donc considérer une particule de fluide qui aura les propriétés d'une particule quantique. Pour le moment, nous retiendrons que la dualité onde-particule, mais pour développer la mécanique quantique, nous resterons dans notre logique de développement, tant qu'on peut le faire. Donc nous ne passerons pas par les probabilités pour définir la fonction d'onde et nous n'allons pas développer l'équation de Schrödinger. Certains seront déçus, mais tant qu'on peut développer dans la logique de cette théorie, continuons ainsi. Pour cela, nous assimilerons une particule de charge Q, un électron, nous allons voir pourquoi, à une masse appelée masse électrostatique, M indice petit f. Cette similitude peut se faire par l'analogie des forces de Newton versus Coulomb. Je rappelle que nous n'avons pas les inconvénients de la relativité générale. Répondons déjà à la question « Pourquoi l'électron ?» Dans le chapitre 2, j'ai parlé de sphères gigognes qui s'emboîtaient, de telle sorte qu'on étudiait
uniquement la plus grosse sphère. Ici, nous allons étudier la sphère origine, donc la plus petite sphère, la plus proche de la bulle R0. Au niveau du fluide, on va étudier la particule origine du fluide que nous appellerons la MF indice petit p, la masse électrostatique particule. Mais nous n'avons aucune donnée pour cette particule de fluide, donc on l'assimile à la plus petite particule origine de la matière. Et la première particule origine rencontrée, c'est l'électron. Bien sûr, certains vont dire il y a plus petit, il y a dans le noyau des neutrons, des protons qui eux-mêmes ont des quarks, etc. Mais quand on descend dans la matière, arrivé à l'atome en dessous, on rencontre l'électron et le noyau. Comme l'électron est une particule origine, on s'arrête là, pour la similitude avec la particule origine du fluide. On pourrait descendre plus bas, mais là, c'est la particule de fluide que nous étudions. Nous aurons donc deux particules origines masse électrostatique, une pour la particule de fluide et une autre pour l'électron. La différence se fera avec un coefficient de forme. Pour la particule de fluide, son calcul se fait avec une égalité énergétique que je développe dans le mémorandum. Nous remarquons quelque chose de très important pour la suite. Ces deux masses électrostatiques sont constantes dans le temps. La différence sur le comportement de ces deux masses, c'est que l'électron est limité en distance par le proton, c'est l'équilibre énergétique. Par contre, la particule de fluide n'a aucune limite en déplacement, elle peut être projetée jusqu'au fin fond de l'univers. C'est ainsi que les limites de l'univers sont repoussées. Dans le mémorandum, j'explique comment la quantité de fluide est proportionnelle à la quantité de corde spatiale d de t qui rentre à l'intérieur de la bulle R0. Quelle que soit la masse électrostatique que l'on considère, elle est en mouvement. Donc, elle est affectée d'un coefficient alpha qui modifie sa masse énergétique. On l'a vu dans la partie 2. Or, au niveau de l'atome, on démontre dans le mémorandum que toutes les masses sont égales. Maintenant, il faut déterminer la force qui pousse sur le tissu de la sphère de par l'intérieur. Cette force est appliquée à une masse électrostatique représentative d'une particule de fluide, et elle est constante. Pour cela, nous allons faire une représentation vectorielle pour voir d'où vient cette force. Plaçons l'AMF indice P. Je rappelle que nous sommes en limite de la sphère d'expansion R de T. Cette particule de fluide est éjectée avec les conditions de rentrée de la corde spatiale d de t. Comme nous faisons une représentation à un temps donné, je représente les vecteurs accélération et vitesse de la corde spatiale par d seconde 0 et d'0. La quantification de ces vecteurs sont expliquées à l'annexe 30 du mémo. Avec d seconde 0, on détermine la force de Coulomb, F indice petit c. Je rappelle que l'AMF indice petit p a les propriétés quantiques d'une onde électromagnétique, voir les diapos 4, 5 et 6. Donc il y a un champ électrique. Ainsi, on détermine la force électromagnétique et j'expliquerai le scalaire d' un peu plus tard. Puis, nous avons le champ magnétique et la vitesse d' indice 0 de la corde spatiale. On détermine ainsi la force de Lorentz avec le produit scalaire de ces deux vecteurs. Nous obtenons enfin la force résultante finale appliquée à la particule MF indice petit p. Cependant, pour avoir une homogénéité des unités, il faut multiplier par un scalaire de vitesse, le d'. Cette vitesse scalaire va faire tourner la particule de fluide sur elle-même dans l'axe OOM. Donc, la force résultante va produire un cône de précession sur le tissu de la sphère d'expansion. Le scalaire d' fait tourner cette force résultante. Son existence est démontrée avec la loi de Biot-Savart et la force de la place. La démonstration est un peu longue, elle est dans le mémo. En fonction
de la masse électrostatique, MF indice P ou MF indice E, on aura deux vitesses scalaires d'E', P ou d'E', E. Mais ces vitesses, elles sont constantes. Cette vitesse scalaire d'E' va permettre également de simplifier le système de mesure international du MKSA, mètre kilo seconde ampère, en système MS, mètre et seconde. Voici un tableau récapitulatif de ces simplifications. Il n'y a que la température qui n'a pas été abordée avec l'effet Vial. Cela concerne la thermodynamique et je ne l'ai pas encore fait, mais vous pouvez proposer des idées. La masse électrostatique, qu'elle soit de l'électron ou de la particule de fluide, et sa vitesse scalaire d'E' associée sont des valeurs constantes. Elles ne sont pas perturbées ni par le temps, ni par les conditions extérieures. Par contre, le D'0 et le D seconde 0 sont perturbés par une énergie extérieure, puisqu'il s'agit de la corde spatiale D2T. Donc, la force résultante sera fonction de D'0 et de D seconde 0. Elle peut être variable. Donc, la sphère énergétique R2T peut varier son volume en fonction d'une énergie extérieure. Nous avons une masse électrostatique MF pour la particule et une pour l'électron. Ce sont des masses élémentaires. Elles sont constantes, identiques en forme, mais différentes en valeur. La poussée de la force résultante est homogène en tout lieu de la sphère, mais elle est sensible à la corde spatiale. Nous avons donc un champ électromagnétique tournant en 3 dimensions de disponible n'importe où. Pour l'électron, il est limité en distance d'éloignement à cause du proton. Il va donc y avoir un équilibre de force qui va maintenir l'électron dans un environnement défini. Nous allons voir cela un peu plus loin. Il y a aussi cette vitesse scalaire d'E' qui peut prendre n'importe quelle direction. Cependant, on démontre qu'elle reste dans un plan défini par le champ électrique et par le champ magnétique. Mais si nous prenons le rayon d'un électron, on peut quantifier le spin d'un électron. Aujourd'hui, nous considérons la rotation d'un électron par un spin-up ou un spin-down, en fonction de son sens de rotation. La mécanique quantique pourrait quantifier cette rotation avec le moment cinétique quantique. Seulement, il y a un bug. Quand on calcule cette rotation, on trouve 137 fois la vitesse de la lumière. Ça, c'est les calculs. Or, les livres donnent une vitesse moyenne de l'électron égale à la vitesse de la lumière divisée par 137. Le fameux 137 étant l'inverse de la structure fine. Mais dans ce cas, on ne parle plus de vitesse de rotation sur lui-même, mais de vitesse orbitale, ou de probabilité de vitesse de déplacement de l'électron par rapport au noyau. L'avantage avec cette théorie, c'est qu'on peut annoncer que la vitesse de rotation d'un électron sur lui-même est pratiquement de 4867 tours par seconde. Et en plus, il est constant. Pour un couple électronique, nous avons une inversion du sens de rotation dès l'origine, et ceci pour annuler le couple magnétique. C'est beaucoup plus simple, et tout ceci devrait être vérifié par l'expérimentation, mais je n'ai pas le laboratoire nécessaire pour le faire. Avis aux amateurs. Cherchons l'origine de cette vitesse scalaire d'E'. Pour cela, il faut descendre à l'origine de la formation des sphères d'expansion. Dans la partie 1, l'origine est cherchée par intégration et nous avons trouvé l'existence d'une bulle constante R0. Mais ceci est à l'origine temporelle, c'est-à-dire quand t égale 0. Mais que se passe-t-il avant ce temps ? Nous avons vu que l'origine de la bulle R0 est dans des temps négatifs. La sphère d'expansion R de t est à l'intérieur de la bulle R0, puis le temps origine arrive, et dans ce cas, c'est l'origine temporelle, donc R de t égale R0, puis enfin
le temps existe et dans ce cas, la sphère d'expansion R de t devient plus grande que la bulle R0. Mais la sphère d'expansion R de t grossit parce que la corde spatiale D de t se donne à l'intérieur de la bulle R0 pour faire sortir le fluide, ou plutôt faire venir le fluide de l'extérieur vers l'intérieur de la sphère en passant par le R0. C'est vrai que je ne l'ai pas développé dans cette vidéo, mais cela l'est dans le mémo. Le scalaire D' est fonction de la corde spatiale, à part que là, elle est devenue constante, donc il n'y a plus d'accélération. Il est fort à parier qu'il y a un rapport entre le temps qui n'existe pas encore où la sphère R de t est à l'intérieur de la bulle R0 et le moment où R de t égale R0, mais ceci est une supposition. Continuons la logique explicative. L'électron, comme la particule de fluide, sont les premières particules origines ou élémentaires rencontrées quand on descend dans l'infiniment petit. Nous pouvons appliquer la théorie des sphères de l'effet Vial à une particule élémentaire, à part que sa sphère d'expansion est devenue constante, parce que la vitesse D' est devenue constante. Donc, la sphère représentative de la masse électrostatique RMF est égale ou supérieure à sa propre bulle R0 et elle arrête de gonfler. Cependant, auparavant, il a bien fallu qu'une autre masse origine, qu'on appelle M1, pour que la masse élémentaire MF puisse exister. On trouve l'équation de M1. Rm1 est la sphère de la masse origine M1. R de t est la sphère de la masse élémentaire. Mais son unité est très intéressante, car dans le système MS, c'est la même unité qui représente une masse, car le kilo n'existe pas dans ce système. Et dans le système MKSA, cette unité n'existe pas, mais cela peut correspondre à une capacité multipliée par le rapport de masse MKSA sur masse MS. Si l'on décode cette unité, c'est la quantité de charge électrique stockée dans la particule de fluide. Il est vrai que le flux d'informations dans cette vidéo est conséquent, donc n'hésitez pas à intervenir dans le forum ou de poser des questions directement à mon mail perso. Je promets de répondre à toutes les questions. Il y a deux cas possibles. Soit la masse origine M1 se transforme en masse élémentaire MF en fin de phase, mais il faut une masse origine de l'origine, une masse M2, qui se transforme en masse origine M1 en fin de phase. Mais il faut une masse M3 qui se transforme en masse M2, un peu comme une fractale, etc., etc. Mais même si une fractale est jolie et très présente dans la nature, si toutes les masses avaient cette formation, il n'y aurait aucune différenciation sur les masses. On serait tous identiques. C'est impossible. De plus, cela donnerait l'existence d'une infinité d'univers et de fluides. Cela ne marcherait plus. Autre cas, la masse origine M1 est unique. Donc, il n'existe que deux univers et un seul fluide inter-univers. Ainsi, quand la masse origine M1 se développe pour devenir la masse élémentaire électrostatique MF, on peut visualiser la naissance d'une sphère énergétique. En fin de phase, quand M1 égale MF, la sphère énergétique origine va être stoppée dans sa croissance et on peut la quantifier. Mais cette sphère de rayon R, indice MF, va rester constante. Pour qu'elle reste constante, il n'y a plus d'espace fluidique qui rentre dans son R0. Cette sphère est différente de la bulle R0 et aussi de la sphère d'expansion d'une masse. C'est donc une sphère énergétique secondaire. On pourrait l'appeler l'énergie de l'énergie, et sa portée est immense. Pour un seul électron, la portée énergétique est de 8 mm, et vous verrez que des expériences qui sont en cours et publiées, comment on peut venir capter cette énergie.
Résumons. Nous sommes en présence d'une particule élémentaire MF qui a une sphère d'expansion parfaite avec un rayon R indice MF qui est constante. Et cette sphère pousse sur le tissu d'une sphère de rayon R de T d'une masse quelconque M0. Nous avons une sphère de rayon R indice MF en mouvement, au moins en rotation sur elle-même, qui se trouve à une distance RT de la bulle d'expansion de notre masse quelconque. Nous devons appliquer un rayon de gyration, puisque nous sommes sur des mouvements différents appartenant à un même système. J'explique rapidement ce qu'est le rayon de gyration. Certains le savent, moi comme d'autres ne comprennent pas du premier coup. C'est un peu comme le pendule de Foucault. Nous sommes à la surface de la Terre qui est une sphère en mouvement, puis on lance le pendule de Foucault qui, lui, se trouve à la surface de la Terre. Normalement, l'oscillation du pendule devrait se faire dans un même plan. Or, ce n'est pas le cas. Il y a un décalage. Ce décalage permet de calculer la vitesse de rotation de la Terre. Donc, en fonction du repère d'origine que l'on prend, il faut appliquer un rayon de gyration. Ensuite, en faisant une analogie entre une particule de fluide et un électron, nous avons introduit un coefficient de forme. Comme la particule de fluide est une particule complètement abstraite, elle ne peut avoir qu'une forme parfaitement sphérique. Dans ce cas, cela voudrait dire que l'électron n'est pas complètement sphérique. Mais cela pourrait être le contraire, rien ne l'empêche. Or, récemment, grâce à ça, ils en déduisent que l'électron aurait une forme sphérique. Après tout, pourquoi pas? Cela voudrait dire que c'est la particule de fluide qui ne l'est pas complètement. Cela ne gêne en rien. Il faudra juste calculer un coefficient de forme en fonction de la position de l'électron, c'est-à-dire son nombre quantique principal. Je fais une petite parenthèse ici par rapport au mémorandum. Jusqu'à maintenant, on supposait une sphère d'expansion parfaitement sphérique. Or, après une réflexion, Richard Vial a développé sa théorie en prenant une forme générale de son équation de départ. C'était donc un 4-cube ou un hypercube. Mais j'ai repris tous les calculs en partant de l'équation générale d'une sphère. Donc c'était une 4-sphère ou une hypersphère. Au final, nous tombons sur les mêmes équations et les mêmes conclusions. Il est probable que la sphère d'expansion a la même forme que la masse M0. Actuellement, nous supposons la forme d'un tore. Ce serait encore plus parlant pour situer la bulle R0. Si nous tombons sur les mêmes équations finales, cela confirmerait encore plus cette hypothèse. Je rappelle que la sphère d'expansion n'est pas réelle, elle est abstraite. De toute façon, que ce coefficient de forme soit appliqué à l'électron ou à la particule de fluide, il faut le calculer. Et ce calcul se fera à partir de la quantification de l'énergie cinétique d'un électron. C'est de la mécanique quantique classique. Mais cette écriture quantifie l'énergie de l'électron par rapport au proton. Or, le proton, dans cette théorie, on n'en tient pas compte, pour le moment. Donc, l'écriture de cette équation change, et nous faisons apparaître le coefficient de forme avec la lettre K. La partie gauche sont des constantes quantiques, mais M, V et R sont aussi des constantes. Donc le coefficient de forme K ne sera fonction que de la couche quantique électronique, petit n. Il est évident que ce coefficient de forme détermine soit la forme de l'électron, soit la sphère d'expansion qui lui est attribuée. La seule chose qui est remarquable est que la forme est de plus en plus aplatie, plus on s'approche du noyau. Mais en plus, on peut calculer la portée énergétique de la sphère de rayon RMF de gyration. C'est la sphère énergétique énergie secondaire d'une particule. Elle varie de 2,73 mm pour n égale 1 à 6,69 mm pour n égale 6, en passant par 5,46 mm pour n égale 4. Pour continuer à avancer, il faut s'intéresser à la trajectoire de l'électron
pour comprendre le nuage électronique avec cette théorie. Nous avons les anciens modèles comme Rutherford en 1911 ou Bohr en 1913, puis nous avons des modèles quantiques, puis nous avons aussi des hypothèses non validées. Restons dans notre logique de sphère énergétique, puisque cela marche jusqu'ici, et je rappelle qu'il y a des expériences attachées à cette théorie, voire le forum. Pour cela, on détermine l'équation du mouvement de l'électron. Il serait difficile de le détailler ici, mais l'unité de la sphère RMF-G a le comportement d'un circuit LC, voir le mémo pour les explications. Nous pouvons donc calculer une fréquence d'oscillation en fonction de la position quantique, n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc. Cette fréquence n'intervient pas dans la trajectoire de l'électron. Qu'elle soit circulaire, elliptique ou quelconque, on peut s'en passer. Donc, cette fréquence ne peut être qu'une vibration de l'électron. Elle peut être soit dans un axe horizontal, déterminant une vitesse tangentielle, soit dans un axe vertical, c'est-à-dire dans le sens électron-proton ou électron-noyau. Intéressons-nous aux ondes de mécanique ondulatoire qui a rapporté un prix Nobel de physique en 1929 au prince Louis de Broglie. Nous nous apercevons que cette oscillation est dans l'axe vertical électron-proton. Après quelques pages de réflexion dans le mémorandum, nous arrivons à cette équation. Delta gamma est une accélération dans l'axe vertical électron-proton, comme une accélération gravitationnelle, mais c'est aussi l'accélération de la sphère d'expansion de la masse M1 qui se transforme en masse MF. Le delta V est la vitesse radiale dans le même axe, mais c'est aussi la vitesse de la sphère d'expansion de la masse M1 qui se transforme en masse MF. Et enfin, le delta R, qui est la variation de la trajectoire sur cet axe. C'est l'amplitude de la vibration de l'électron, mais c'est aussi le rayon de la sphère d'expansion de la masse M1 qui se transforme en masse MF. Ensuite, il reste les autres valeurs, qui sont des valeurs à l'origine temporelle. Maintenant, c'est mathématique. Il faut chercher des solutions à cette équation différentielle. Les solutions de cette équation sont sous cette forme. Avec un coefficient d'amortissement qui, comme son nom l'indique, amortit le signal sinusoïdal, puis une pseudo-pulsation qui correspond à la longueur d'onde du signal sinusoïdal. Cette pseudo-pulsation est fonction de la fréquence de l'électron occupant une certaine couche, appelée nombre quantique principal, petit n. Ces solutions donnent ce type de courbe en fonction de la couche quantique appelée nombre quantique, apparent et défini par la règle de Slater. Alors pour ça, voir le mémo. La couche 1s ne vibre pas pour l'atome de cuivre. Par contre, j'ai vérifié pour l'atome d'hydrogène et d'hélium. Cette couche 1s vibre pour ces atomes. La couche 2s2p est représentée en rouge, la couche 3s3p en vert et la couche 3d en turquoise. Ensuite, la couche de l'électron libre 4s4p qui est en orange. Nous remarquons que cette théorie donne un principe, mais il faut refaire les calculs en fonction de l'atome considéré. Ici, c'est une représentation pour l'atome de cuivre. Il faut, pour être en accord avec les ondes de Broglie, que le signal soit entretenu. Il faut donc un réamorçage de cette exponentielle amortie. Une chose dont je n'ai pas parlé est le delta R max et le delta R 0. Le delta R max est l'amplitude maximum de l'oscillation à un instant t, et le delta R0 est un peu plus compliqué. C'est la variation d'amplitude à l'altitude du rayon atomique moyen de la couche quantique à un instant t. Pour que ces amplitudes soient maximum, il faut que ce soit à l'origine temporelle. Dans le mémo, j'ai fait une représentation à l'échelle qui montre qu'il ne peut pas y avoir d'interférence entre les couches électroniques quantiques. Il reste un travail considérable à accomplir pour valider cette théorie, comme l'apport d'une énergie extérieure qui éjecterait un électron de sa couche quantique et qui émettrait un photon.
Mais pour cela, il faudrait l'implication d'un laboratoire. Auparavant, faisons un rappel de la diapo 4 de la partie 2, concernant l'assemblage des sphères. Une sphère peut être construite de sous-sphères, comme des sphères gigognes, et c'est là où intervient le génie de Richard Vial. Transposer la sphère énergétique de l'électron à une sphère plus grosse, de façon à transposer jusqu'au système solaire. Si on considère l'atome de cuivre en entier, il est composé de 29 électrons. Donc la sphère atome de cuivre contient les 29 sphères électrons. Ensuite, on transpose à une molécule, puis à un grain de matière, puis à un volume de matière, puis à la Terre complète, et ceci jusqu'au système solaire. Cette transposition ou translation ne modifie pas les fréquences des électrons de chaque couche quantique. Cependant, le nombre d'électrons transposés jusqu'au système solaire est énorme, pratiquement infini. Mais même si le nombre est extrêmement grand, il est tout de même quantifiable. La question qui se pose est pourquoi jusqu'au système solaire? En fait, pour deux raisons. La première, c'est quand on transpose ou quand on translate jusqu'à la Terre, comme on se trouve à la surface de la Terre. La sphère gigogne supérieure est la sphère qui englobe la Terre et la Lune. Mais nous n'avons pas assez d'éléments connus pour travailler avec ce système. Donc pour passer sur la planète supérieure, ça ne peut être que le système solaire complet. La deuxième raison, on pourrait continuer ainsi en utilisant un système de sphères jusqu'à la galaxie entière. Mais cependant, il y a une valeur entre le système solaire et la galaxie qui annule le temps. Cette constatation mathématique, je ne lui ai trouvé aucune explication jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien laisser du travail à d'autres chercheurs. Nous sommes d'accord que tous les électrons peuvent être translatés jusqu'au système solaire. Donc nous avons toutes les fréquences qui s'additionnent dans le système solaire. Nous pouvons en déduire en fait une série de Fourier dont le résultat sera soit un signal carré, soit un signal triangulaire ou en dents de scie. Dans la partie 1, diapo 10, on avait déterminé la fréquence de la bulle oméga 0. Comprenons bien qu'en faisant cette transposition, nous sommes à l'intérieur de la bulle R0 du système solaire. La pulsation dans la bulle est un signal sinusoïdal de cette forme. L'indice A correspond aux caractéristiques de l'électron, et grand Q est une constante de grandeur du signal. Dans la bulle du système solaire, nous additionnons toutes les sinusoïdes de tous les électrons de tous les atomes contenus dans le système solaire. Maintenant, si on prend toutes les harmoniques n égale 1, 2, 3, 4, etc., on obtient un signal triangulaire ou en dents de scie. Mais si on prend les harmoniques impaires, n égale 1, 3, 5, 7, etc., on obtient un signal carré. J'ai représenté sur un même graphique la superposition de plusieurs séries de Fourier. En jaune, c'est la fondamentale, c'est-à-dire la forme sinusoïdale d'un électron. Ensuite, je n'ai représenté que les 10 premières harmoniques. En bleu, les coefficients impairs, qui donnent un signal carré d'amplitude approximativement égale à la fondamentale. En rouge, tous les coefficients qui donnent un signal triangulaire mais d'amplitude maximum fonction du nombre d'harmoniques, donc bien supérieur à la fondamentale. Puis en vert, tous les coefficients pairs qui donnent un signal périodique mais apparemment non significatif. Imaginez quels seraient les signaux si j'avais représenté 100, 1000 ou 1 milliard d'harmoniques. Le seul signal qui serait visible serait le signal carré. Mais nous devons tenir compte des deux univers. Voici une représentation pour 37 harmoniques. Toujours la fondamentale en jaune, mais maintenant on ne prendra que les harmoniques impaires,
qui donne le signal carré en bleu. Souvenez-vous, dans la vidéo 1, je parlais d'univers. Et pour différencier les univers, on avait les alternances. Alternance positive, univers 1, le fluide est injecté dans l'univers 1 de la sphère d'expansion et la fait grossir. Alternance négative, univers 2, même quantité de fluide qui fait grossir la sphère d'expansion de l'univers 2. Et ceci avec un petit décalage temporel qui justifie la porte dimensionnelle, c'est-à-dire la bulle R0. Pour le signal carré, c'est identique. On a donc deux signaux carrés, en bleu pour l'univers 1 et en rouge pour l'univers 2. Je rappelle que j'ai dessiné ces courbes à la calculette graphique, donc il y a les équations qui sont définies. Allez voir le mémorandum. Cependant, il faut une impulsion qui puisse donner le réamorçage de l'exponentielle amortie de l'électron. En électronique, ce serait hyper simple à faire comme circuit. On prend le front montant du signal carré qu'on insère dans une bascule et puis le tour est joué. Mais l'univers n'est pas une machine. Il est extraordinaire de remarquer que prendre la dérivée de la série de Fourier donne une série d'impulsions. Cette représentation est faite pour la dérivée d'un signal carré à 99 harmoniques, mais que pour un seul univers, la courbe bleue. On voit bien l'impulsion positive qui correspond au front montant du signal carré bleu et l'impulsion négative qui correspond au front descendant du signal carré bleu. Nous avons le signal de recommencement de l'exponentielle amortie de l'électron. Seulement, l'arrêt de l'exponentielle amortie de l'électron dans l'univers 1 va correspondre au départ de l'exponentielle amortie dans l'univers 2. Ainsi, on aura la même chose dans les deux univers, mais avec un léger décalage d'une demi-période d'un univers. Quand nous transposons tout ceci à la bulle R0 du système solaire, nous trouvons une fréquence de 44,9 kHz. Mais cette fréquence ne prend en compte qu'un seul univers. Il faut donc la multiplier par 2, ce qui fait 89,8 kHz. Si nous voulons récupérer une partie de cette énergie, il est important de garder l'équilibre dans les deux univers, donc le calage doit se faire à 89,8 kHz. Cet équilibre des deux univers est extrêmement important. Il faut bien comprendre que les deux univers sont attachés à une seule et même masse. Si on crée un déséquilibre de l'univers 2 par rapport à l'univers 1, pour une masse référencée qui, elle, n'est pas modifiée matériellement, les conséquences sont complètement inconnues. On pourrait tout autant faire des déséquilibres énergétiques, mais aussi temporels. Il faut bien conclure, mais je n'aime pas ce mot de conclusion, car en fait, cette théorie est loin d'être aboutie. Bien au contraire, c'est un commencement, un renouveau. C'est même une invitation à une aventure où tout le monde peut participer. Voici les différentes adresses. Mon mail perso, Magnétosynergie, est un site qui héberge les différents documents, vidéos et expériences, avec un forum pour débattre et discuter de différentes idées. PromTechno est un site d'une association qui a été mise en place en 2010 pour stocker également les documents originaux, et Academia est un site international, puisque maintenant cette théorie a été téléchargée dans plus de 39 pays. D'autres projets sont en étude. Bien sûr, comme dans les autres vidéos, je remercie toutes les personnes ayant prêté leur image pour la conception de ce diaporama. Je rappelle qu'il est interdit de faire commerce avec cette théorie. Elle est en open source, sous licence CC BY NC SA, et reste accessible à toute personne. Si vous trouvez un manquement à ce principe, je vous demande de me contacter expressément. Cette théorie doit rester la propriété de l'humanité. Merci pour votre participation.